Merci à toute l'assistance. En fait, dans ce que je vais vous parler donc, ce soir, c'est essentiellement, on va parler des thérapeutiques innovantes en diabétologie 2020. C'est de comprendre essentiellement leur place dans les nouvelles recommandations. Alors, vous savez au jour d'aujourd'hui qu'on a une panoplie de médicaments. Donc, ce sont des médicaments qui ne cessent de révolutionner en quelque sorte le traitement du patient diabétique de type 2. Et c'est pour ça qu'on va essayer de reprendre donc pas à pas, on va essayer de comprendre le mécanisme d'action, mais essentiellement pourquoi ces médications-là donc sont venues et se sont placées dans les recommandations actuelles dans la prise en charge du diabète de type 2. Alors, on ne cesse de le dire que le diabète sucré, c'est essentiellement le diabète de type 2, c'est une maladie qui est difficile à prendre en charge. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a trois acteurs. Il y a d'abord la maladie elle-même avec le profil patient. Il y a le patient lui-même, il y a aussi l'équipe soignante. Alors, du coup, quand on a une rupture entre les différents, si vous voulez, c'est-à-dire facteurs qui interviennent dans la gestion de la maladie en général, donc on va assister à un déséquilibre métabolique. Alors, tout ceci pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on considère que le diabète, c'est un lourd fardeau donc économique. Alors, c'est une maladie qui est en nette progression. On ne cesse de vous dire aussi qu'on est plus de 420 millions de diabétiques dans le monde, mais le plus important à dire, c'est que ça touche de plus en plus de la population qui est jeune. Et c'est ça qui fait donc l'alarme aujourd'hui. Alors donc, c'est un fardeau qui est économique de plus en plus insupportable, d'où l'intérêt d'aller vers une bonne prévention, d'aller vers un dépistage précoce, mais aussi d'aller proposer la thérapeutique adéquate et d'aller assurer une surveillance de ces patients-là. Alors, si on essaye maintenant de comprendre les différents paramètres, j'ai dit tout à l'heure dans ma première présentation que le patient diabétique, c'est d'abord, ce n'est pas un métabolique, c'est plutôt un vasculaire parce qu'il accumule un certain facteur de risque. Et là, quand vous voyez ici dans ces études-là, on a essayé de comprendre quel est le pourcentage de patients qui sont dans l'objectif glycémique, que ce soit sur le plan diabétique, le plan tensionnel ou bien le plan lipidique. Alors, vous voyez qu'on est moins de 40 à 50%. Donc, ça veut dire que l'équilibre de tous les facteurs de risque, au jour d'aujourd'hui, reste quand même un travail qui est assez important à faire chez ces patients-là pour éviter essentiellement l'installation et la progression de la maladie donc cardiovasculaire. Alors, donc, les études nous ont bien montré que quand on est devant un patient essentiellement, c'est-à-dire un patient dans si je prends par exemple les patients donc diabétiques récents, là, l'étude du KPDS a montré qu'il fallait être donc rapide. Ça veut dire donc qu'il faut être intensif. On peut éventuellement aller en sécurité. Mais si on est dans le diabète qui est ancien, on doit évaluer le rapport bénéfice-risque. Et c'est là on doit éventuellement faire attention au profil patient, parce que c'est le profil patient qui est intéressant et qui nous permettra de prédire essentiellement le risque cardiovasculaire et le risque rénal, mais aussi de déterminer quelle thérapeutique peut-on adapter à ce patient-là. Alors, si je regarde maintenant les nouvelles donc, innovations thérapeutiques dans le diabète de type 2, et si on regarde, c'est essentiellement la panoplie de traitements en 2020 et 2021. Donc, on va assister au centenaire. Donc, vous savez très bien que le premier traitement du diabète, c'était l'insuline. Et là, on est donc à 2021, d'ici l'année prochaine, on va assister à 100 ans d'existence de thérapeutique. Ça a commencé par les sulfamides, de la metformine, ensuite on a eu tout simplement de l'insuline animale, ensuite l'insuline humaine. On a eu les sulfamides, ensuite les apparentés. On a eu les inhibiteurs de la DPP4 et les derniers nés. Ce qu'on voit ici, c'est essentiellement les analogues de GLP1 et les inhibiteurs de DPP4 qu'on appelle les incrétines. Et on a aussi les glyphosines qu'on appelle les inhibiteurs de la SGLT2 qui ont vu le jour. Alors, pourquoi cette panoplie de traitements? Parce que tout simplement, c'est une réponse à une physiopathologie qui est complexe. On savait avant que dans le diabète, on avait essentiellement cette insulinorésistance. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la production hépatique de glucose avec diminution de la captation périphérique, cette insulinorésistance au niveau du tissu adipeux et musculaire. Et on savait qu'il y avait un problème d'insulinopénie avec augmentation de la sécrétion du glucagon. Ensuite, à partir des années 90-2000, on a compris qu'il y avait autre chose. D'abord, il y a l'effet incrétine qui est diminué chez le patient diabétique de type 2, mais on avait aussi un autre paramètre qui était important, c'est qu'il y avait une augmentation de l'expression rénale de glucose qui était diminuée, ce qui explique qu'il y avait une augmentation de la réabsorption de glucose au niveau rénal. D'où ces thérapeutiques au jour d'aujourd'hui.
Alors, vous savez très bien les insulinosécréteurs et les insulinosensibilisateurs. Au jour d'aujourd'hui, on a ces nouvelles thérapeutiques qu'on appelle les incrétines, qui sont divisées essentiellement en glyptines, qu'on appelle les inhibiteurs DPP4, ou bien les agonistes de GLP1. Et on a les inhibiteurs de SGLT2, qu'on appelle aussi les glyphlosides. Alors donc, si je reviens un petit peu à ces traitements et pour comprendre rapidement le mécanisme d'action de ces thérapeutiques, c'est important de faire un petit rappel, c'est de dire au niveau du néphron, comme vous le savez, pour les inhibiteurs de la SGLT2, il y a le cotransporteur qu'on appelle le SGLT2 qu'on voit habituellement au niveau du tube proximal, donc du néphron. Et on sait au jour d'aujourd'hui que ce SGLT2 donc, est responsable de la réabsorption du glucose, mais en même temps du sodium, donc au niveau du tubule proximal. Et du coup, donc on s'est dit, puisqu'il y a cette réabsorption de glucose, et cette réabsorption de glucose va contribuer à l'hyperglycémie, mais aussi à l'élévation de la pression artérielle, notamment systolique, chez le patient diabétique. Donc, on va assister à quoi? On va assister, au fait, à une excrétion donc, de glucose qui est réduite. Et là, au fait, ça se traduit essentiellement aussi parce qu'il y a des pertes caloriques qui sont moins importantes par une prise de poids. Alors, si on a compris ça, on s'est dit, pourquoi ne pas inhiber à ce niveau-là, donc, ce cotransporteur qui est responsable de la réabsorption de sodium et de glucose. Donc, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs SGLT2. Alors, si on inhibe, qu'est-ce qu'on fait exactement? D'abord, on va augmenter l'excrétion de glucose. Cette augmentation d'excrétion de glucose va contribuer éventuellement à la diminution de la glycémie, donc du taux d'HbA1c. Donc, c'est un traitement qu'on peut dire oral du diabète du type 2. Et en même temps, le fait d'éliminer du glucose, c'est la perte des calories et ça permet de perdre du poids. Alors, en même temps, puisqu'on perd du glucose, on perd en même temps du sodium. Et la perte du sodium va entraîner une diminution, bien sûr, de la tension artérielle, notamment systolique. Donc, du coup, avec ces traitements, on s'attendait à trois essentiellement intérêts. D'abord, la perte du poids, la baisse de la tension artérielle, mais aussi la diminution de l'HbA1c. Alors donc, deuxième, c'est-à-dire si vous voulez famille, c'est les incrétines. Alors le mot incrétine, comme vous le voyez, c'est essentiellement est venu du mot intestin de la sécrétion de l'insuline. En fait, incrétine, c'est quoi exactement? Comme vous le voyez sur ce graphe, donc quand on mange, il y a une sécrétion au niveau de la cellule intestinale. En fait, il y a deux types de cellules, les cellules K et les cellules L, mais on s'intéresse essentiellement aux cellules L qui sécrètent une hormone qu'on appelle le GLP1. Et ce GLP1, en fait, il aurait des effets intéressants. D'abord, il permettrait de booster l'insulinosécrétion tout en réduisant plutôt la sécrétion du glucagon. Et en même temps, ça permet de réduire et de diminuer la vidange gastrique. Et en même temps, ça permet de faire de diminuer l'appétit. Du coup, on va assister à quoi? À une baisse de la glycémie, à une baisse tout simplement de la glycémie aussi postprandiale puisque ça agit sur la vidange gastrique, mais en même temps, à une perte du poids. Et ensuite, on s'est intéressé, on s'est dit, parce qu'il agit aussi au niveau du biomarqueur cardiovasculaire, c'est que tout simplement, ce GLP1 aurait peut-être des vertus sur le plan cardiovasculaire. Ça, c'était tout à fait au début. Et ça a été confirmé par la suite. Mais le problème, c'est que le GLP1, sa durée de vie, elle est très rapide. Et là, regardez, c'est-à-dire la durée de vie, plutôt, elle est brève. Et là, en fait, il est rapidement dégradé par une enzyme qu'on appelle la DPP4, qui est en fait une enzyme qui va inactiver ce GLP1 et au bout de 1 à 2 minutes. Alors, du coup, si on regarde les effets de GLP1, c'est au niveau hépatique, ça agit sur l'insulinorésistance en réduisant la synthèse hépatique de glucose. Ça augmente l'insulinosécrétion tout en diminuant la sécrétion du glucagon et en même temps, ça améliore la sensibilité au glucose. Au niveau du cerveau, ça augmente la satiété, ça diminue la prise alimentaire. Et au niveau de l'estomac, j'ai bien dit que ça diminue la vidange gastrique. Et au niveau du cœur, ça améliore les biomarqueurs. À partir de là, on s'est intéressé aux diabétiques. D'accord? Tout ça, c'est beau. Ça a été retrouvé chez le sujet 100. Qu'est-ce qui se passe chez le sujet diabétique? Eh bien, on a retrouvé qu'il y avait un déficit de sécrétion de GLP1 chez le patient diabétique. Et en même temps, il y avait non seulement il y avait un déficit, mais en fait, il y avait une diminution de la sensibilité de la cellule bêta à ce GLP1. Donc, l'insulinosécrétion se faisait mal. Si on regarde le GIP, donc en fait, c'est une autre hormone, mais qui n'est pas réellement intéressante parce qu'en fait, elle ne stimule pas réellement, c'est-à-dire l'insulinosécrétion.
Et cette hormone serait en fait sécrétée de façon normale chez le patient diabétique. Donc, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est cette baisse du GLP-1. D'où les laboratoires se sont intéressés à ça. Donc, pourquoi ne pas restaurer ce GLP-1? Alors, comment le restaurer? La première voie, c'est de créer des médicaments qui seraient résistants à cette enzyme. C'est ce qu'on appelle les agonistes de GLP-1. Et là, en fait, on a au jour d'aujourd'hui plusieurs molécules qui sont sur le marché. Et là, vous les voyez bien, donc on va les voir tout à l'heure. Soit, tout simplement, au lieu d'aller directement vers cette enzyme, il inhibe, c'est ce qu'on appelle les gliptines, les inhibiteurs des PP4. Donc là, vous devinez très très bien que si on parle des agonistes de GLP-1, c'est de donner un GLP-1 synthétique, mais aussi qui est assez efficace puisqu'on le donne, il agit sur 24 heures habituellement. Mais si on donne un inhibiteur des PP4, son action ne serait pas très intéressante, c'est-à-dire par rapport à la baisse de l'HbA1c, parce que tout simplement, ça dépendrait de GLP-1, de la sécrétion du malade lui-même. Alors, donc, du coup, les GLP-1, au jour d'aujourd'hui, on en a beaucoup. Donc, la lexizénatide, c'était le produit de Sanofi. Il y a eu aussi la liraglutide, donc le produit donc, de Novo Nordisk, la dulaglutide. Et on a le premier, c'était de l'exénatide, en fait. Donc, ça diffère par quoi? Comme vous le voyez ici, par la composition, si vous voulez, de leur acide aminé. Et c'est ça qui fait la différence. Ce sont habituellement des produits qu'on injecte. Ce sont des produits injectables. Alors, donc là, vous voyez les différents produits en fonction, bien sûr, des laboratoires entre les inhibiteurs des PP4 et les agonistes de GLP-1. Quand on compare les deux, c'est-à-dire un crétine, donc inhibiteur agoniste à GLP-1 et inhibiteur des PP4, là, on voit bien que le GLP-1 agirait mieux sur l'appétit parce que ça fait baisser plus de poids alors que l'inhibiteur des PP4 a un effet neutre. Mais si on regarde la baisse de l'HbA1c, ça serait beaucoup plus importante pour le GLP-1. Alors, voici un petit peu l'efficacité de ces produits. Si on parle d'inhibiteur des PP4, la moyenne de baisse, elle est de 0,7. Ça peut aller jusqu'à 1% selon les études. Mais si je parle des agonistes de GLP-1, ça peut aller jusqu'à 2%. Si je parle des inhibiteurs de SGLT2, ils font moins que le GLP-1. Mais quelle est la différence exactement par rapport à ces molécules? Alors, vous savez que depuis 2007-2008, on exige à tout laboratoire qui innove dans les traitements, bien sûr, du diabète de type 2 essentiellement, d'assurer l'innocuité sur le plan cardiovasculaire des médicaments. Du coup, on a aujourd'hui une panoplie, comme vous le voyez ici, d'études qui se sont intéressées essentiellement au traitement et le risque cardiovasculaire et l'innocuité de ces médicaments-là. Alors, il ne faut pas confondre éventuellement entre sécurité cardiovasculaire. La sécurité cardiovasculaire, en fait, c'est aller de vérifier l'absence d'événements cardiovasculaires par rapport à une molécule quand on compare au placebo. Et bien sûr, le bénéfice cardiovasculaire qu'on fait au jour d'aujourd'hui, c'est d'aller à regarder l'innocuité de ces médicaments en faisant donc réduire ce qu'on appelle les MACE, soit le 4 MACE ou le 3 MACE. Et on va regarder aussi la mortalité globale et la mortalité cardiovasculaire. Alors, si on regarde maintenant les études qui ont été faites, comme vous le voyez ici sur ce graphe, avec les inhibiteurs des PP4, que ce soit Savortimi, Xamine, Tecos, ce sont des médicaments, en fait, c'est des gliptines. Là, on a démontré que ce sont des médicaments qui sont sécures sur le plan cardiovasculaire, mais sans pour autant réduire le risque cardiovasculaire. Mais si on regarde les études qui se sont intéressées aux gliflozines comme l'Ampareg, Elixa, Leader et Sustensis et les inhibiteurs, les agonistes GLP-1 plutôt, là, on regarde qu'il y a une réduction quand même assez intéressante de la mortalité cardiovasculaire de 22%. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, je vous ai un petit peu résumé toutes les études qui ont été faites. Alors, vous voyez ici en bleu les études qui se sont intéressées essentiellement aux inhibiteurs DPP4 avec les caractéristiques de ces études-là. En rouge, c'est plutôt les études qui se sont intéressées aux gliflozines. Donc, Lamparade, Canvas, Déclare, Crédence. Crédence, c'était beaucoup plus par rapport à le risque rénal. Et quand on regarde les études avec les agonistes de GLP-1, donc il y avait Elixa, Leader, Sustensis, Excel et Roand avec donc la Dula. Donc, si on regarde ces études-là, quelle est la différence? C'est que quand on compare les inhibiteurs de SGLT2 comparativement aux agonistes de GLP-1, là, on regarde que la majorité des études se sont intéressées aux patients qui étaient dans le risque cardiovasculaire. Soit il est dans le risque cardiovasculaire, soit il est dans la maladie cardiovasculaire qui est établie.
quand je regarde par exemple en pareil avec l'empagliflozine, 100% avaient une maladie cardiovasculaire. Si je regarde la CANA, la DAPA et la CANA, aussi la CANA rénale, Crédence, là on regarde que la majorité des patients étaient déjà dans le risque cardiovasculaire avec maladie établie. La même chose qui a été retrouvée aussi dans l'étude des liraglutide et semaglutide, c'est leader et Susten 6, où on avait 80% des malades qui étaient dans le risque rénal, qui avaient une maladie cardiovasculaire établie. Mais quand je regarde la dernière étude qui est sortie, l'étude RWAND, c'est une étude où c'est intéressé à la dulaglutide, c'est le dernier né des agonistes de GLP-1. Là, on a pris en considération essentiellement les malades qui étaient plutôt dans le haut risque et non pas les malades qui étaient dans la maladie cardiovasculaire donc avérée. C'est ça la différence, en fait, si vous voulez, par rapport au mode de recrutement. Alors, qu'en est-il des résultats? Si on regarde les inhibiteurs SGLT2 sur les événements cardiovasculaires, là, vous voyez, c'est en faveur essentiellement des inhibiteurs SGLT2. Ça a été vu essentiellement avec l'étude en pareil. Alors, quand je compare les malades qui étaient dans le risque cardiovasculaire, en pareil, Canvas, Déclartimi, donc Déclar, ont montré qu'il y avait une efficacité de ces produits-là dans la baisse du MACE essentiellement. Par contre, si je prends le sous-groupe des patients qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire, mais qui étaient avec des facteurs de risque, là, vous voyez que c'était pratiquement non significatif. Donc, la significativité était beaucoup plus avérée chez les patients qui étaient beaucoup plus diabétiques avec maladie cardiovasculaire avérée en utilisant les inhibiteurs de SGLT2. Alors, qu'en est-il maintenant un paramètre qui est important, l'insuffisance cardiaque? Alors, on sait très très bien que une des pathologies qu'on voit habituellement chez les diabétiques de type 2, c'est l'insuffisance cardiaque. Et quand on regarde chez ces patients-là, alors là, la cerise sur le gâteau, c'est que ce sont des médicaments qui sont très très intéressants dans l'insuffisance cardiaque, puisque ça permet de réduire l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque, que ce soit dans les deux bras, les malades qui sont avec maladie cardiovasculaire clinique avérée ou bien qui sont juste dans le risque, qui n'ont pas encore de maladie cardiovasculaire. Là, vous voyez, c'est en faveur des inhibiteurs de SGLT2. Alors, si on regarde maintenant sur la protection rénale, et là, il y avait une belle étude qui s'appelle l'étude Crédence. En fait, mais si on regarde les premières études, là, on a démontré que les inhibiteurs SGLT2, je peux rajouter aussi ici l'étude Crédence, a montré que ce sont des médications qui sont intéressantes chez les patients qui avaient une maladie cardiovasculaire ou bien qui avaient juste des facteurs de risque et ça a amélioré la maladie rénale chez ces patients-là. Alors, pour les agonistes de GLP-1, c'était essentiellement donc là deux études qui ont montré l'intérêt de ces produits-là. C'est Leader en utilisant la Lyra ou bien Susten 6 et le semaglutide. Et là, regardez, donc là, c'était intéressant sur la baisse essentiellement du risque cardiovasculaire, donc du MACE essentiellement dans l'étude Leader et l'étude Susten 6. Ensuite, la dernière étude que je vous ai dit tout à l'heure, où il y avait plus de 60% des malades juste dans le risque cardiovasculaire, c'était du dulaglutide, qui a montré aussi son intérêt, c'est-à-dire chez ces patients-là qui n'ont pas encore de maladie cardiovasculaire. Alors, si on résume maintenant, quelle serait quand même la différence entre ces deux molécules, ces deux, en fait, classes thérapeutiques plutôt? Alors, si je regarde les inhibiteurs SGLT2, il serait plutôt intéressant chez les patients diabétiques avec maladie cardiovasculaire qui présente, ça diminue le risque cardiovasculaire, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et ça protège les reins. Mais si je prends les diabétiques qui sont plutôt dans le risque, c'est-à-dire ils n'ont pas encore de maladie rénale, là, c'est intéressant pour réduire l'insuffisance cardiaque et la protection rénale chez ces patients-là. Par contre, si je prends les agonistes de GLP-1, les GLP-1, c'est plus intéressant dans les événements cardiovasculaires, que ce soit chez les patients avec maladie cardiovasculaire qui est avérée ou bien les diabétiques avec facteur de risque. Mais si je prends pour la protection rénale, certes, elle existe, mais elle serait moindre que par rapport à la protection rénale qu'on voit avec les inhibiteurs SGLT2. Donc, on a compris les études, on a compris leur effet essentiellement sur la protection cardio-rénale, et à partir de là, on a fait des recommandations. Et on a placé ces molécules-là par rapport, bien sûr, c'est-à-dire donc au profil patient. Alors, donc, au jour d'aujourd'hui, bien sûr, on s'intéresse aux patients diabétiques. Tout à l'heure, j'ai parlé du risque cardiaque chez les patients diabétiques. Bien sûr, on s'intéresse à son rein et on s'intéresse, bien sûr, à son cœur, ses vaisseaux. Et à partir de là,
on essaie de proposer une médication qui permettrait non seulement d'améliorer l'hémoglobine glyquée, mais aussi d'améliorer, c'est-à-dire la protection cardio-rénale. Alors du coup, on a ces recommandations qui sont sorties. Ce sont des recommandations de 2018. Alors, dans le diabète de type 2, on commence par la metformine. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Là, on vous dit, en fonction de profil patient. Vous avez un malade qui est dans le risque cardiovasculaire ou bien le risque rénal. Déjà, dans la maladie vasculaire ou rénale, là, il y a deux médications qu'on peut utiliser, les agonistes de GLP-1 ou bien les inhibiteurs des GLT2. Si je suis plutôt dans le risque, c'est-à-dire qu'ils sont dans le risque, mais n'ont pas encore, c'est-à-dire de maladie cardio-rénale, mais ils sont plutôt dans le risque, là, on prend en considération en fonction de l'existence du risque d'hypoglycémie, on vous propose ici des médications qui ne donnent pas d'hypoglycémie, ou bien on prend en compte essentiellement, voilà, ça c'est pour l'hypoglycémie, ou bien on prend en considération le poids du patient et on propose des médications, et là vous les voyez, les inhibiteurs GLT2, agonistes GLP1 pour réduire le poids, ou bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est une option aussi qui reste toujours valable, c'est l'utilisation des glitazones et l'utilisation des sulfamides en deuxième intention, c'est-à-dire avec, d'autant plus, ce sont des molécules beaucoup moins chères. Alors, juste entre parenthèses, si je parle d'agonistes de GLP1 et des incrétines, c'est essentiellement le coût qui freine leur utilisation et c'est disponible pour quelques-unes en Algérie, mais en fait, le problème maintenant de diabétique de type 2 qui est naïf, c'est-à-dire au traitement, là, on propose essentiellement les inhibiteurs GLT2 ou bien agonistes de GLP1 dès lors que le malade il est déjà dans le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il est élevé ou très élevé aux maladies cardiovasculaires avérées. Dans le cas contraire, c'est là qu'on place habituellement donc la metformine. Alors, donc, vous voyez que la metformine, c'est-à-dire, donc, ça a été un petit peu détrôné, donc beaucoup plus que les patients qui sont dans le risque cardiovasculaire. Maintenant, si je suis plutôt chez les sujets qui sont déjà sous metformine, et là, qu'est-ce que je donne en deuxième intention? Eh bien là, effectivement, je regarde aussi toujours le risque cardiovasculaire et vous comprenez qu'on a vu en fonction. Alors maintenant, ce sont des recommandations donc, de l'ESC 2019. Ensuite, il y avait cette nouvelle mise à jour de la date de 2020. Et là, quand on voit de près cette nouvelle mise à jour, elle ressemble un petit peu à celle de 2018. Donc là, on fait beaucoup plus attention au risque, c'est-à-dire cardio-rénal. Dès lors que je suis dans le risque, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire dans le risque cardiovasculaire, on préfère les agonistes GLP1. Dès lors que je suis dans l'insuffisance rénale, ou plutôt dans l'insuffisance cardiaque, ou maladie rénale chronique, donc là, je suis plutôt dans les inhibiteurs GLT2. Par contre, si je suis plutôt chez un patient qui n'a pas de risque, là, bien sûr, on agit en fonction du coût, en fonction du poids et en fonction du risque d'hypoglycémie. Alors, je termine par cette plaque. Est-ce que réellement, on va vers une meilleure prise en charge du diabète de type 2? Alors, vous avez vu au jour d'aujourd'hui que c'est vrai qu'on s'intéresse essentiellement au risque rénal, mais aussi au risque surtout cardiovasculaire. Alors, dès lors que le patient, bien sûr, est diabétique, il faut instaurer un traitement qui est efficace. Donc, au jour d'aujourd'hui, on parle essentiellement chez les patients qui sont dans le risque cardiovasculaire de ces deux thérapeutiques qui permettent de réduire donc ce risque, mais aussi de proposer peut-être ultérieurement, ça c'est une plaque que j'ai prise de l'EASD, donc 2019, on vous parle peut-être d'une combinaison thérapeutique d'emblée chez ces patients-là pour permettre donc de réduire le risque rénal et le risque cardiovasculaire chez ces patients-là. Voilà, je vous remercie.